Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'en profite pour afficher l'Instagram à l'écran afin que vous puissiez m'ajouter et m'envoyer vos nouveaux sujets. Il y a quelques jours, j'ai revu un film culte. Il s'agit d'American Beauty qui a été réalisé par Sam Mendes, à qui on doit notamment Les Sentiers de la Perdition, Skyfall ou encore 1917. À l'époque, le long métrage avait remporté 5 Oscars, dont celui du meilleur film. La première fois que j'ai vu American Beauty, j'étais au lycée et c'est un film qui m'a profondément marqué pour tout un tas de raisons. À la fois par le jeu des acteurs qui est excellent, la musique qui est culte, il y a également une lecture symbolique non négligeable dans l'œuvre, mais aussi parce qu'elle aborde tout un tas de thématiques, parfois polémique. Donc dans cette vidéo, je vais analyser American Beauty, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient de divulgacher toute l'intrigue, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir dès maintenant. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons commencer. American Beauty prend place aux États-Unis à la fin des années 90, début 2000, dans une banlieue résidentielle américaine. Tout ce qu'il y a de plus classique. On entend la voix du narrateur de cette histoire. Il s'agit de Lester Burnham. Et Lester, il va nous donner une information capitale. En réalité, il est déjà mort et il va nous raconter la dernière année de sa vie. Car en effet, lorsque l'on va découvrir pour la première fois Lester, il fait face à une violente crise de la quarantaine parce qu'il se considère comme un loser, comme un véritable perdant dans la mesure où il a échoué à la fois dans son rôle de mari mais aussi dans son rôle de père. Au niveau de son mariage, il est tout simplement chaotique. Il est marié avec Caroline, qui est une femme très ambitieuse, carriériste et qui méprise totalement Lester, car c'est elle qui ramène la calorie dans le foyer. Et surtout, Caroline, elle est obsédée par l'image qu'elle renvoie d'elle-même à la société. Caroline, elle admire une personne, il s'agit du roi de l'immobilier, avec qui elle va avoir des relations extra-conjugales un petit peu plus loin dans le film. Le couple a une fille, il s'agit de Jane, qui est en quelque sorte l'archétype de l'adolescente. Elle est en guerre perpétuelle avec ses parents, surtout avec son père, et elle se déteste. Elle est mal dans sa peau et elle aimerait refaire sa poitrine dans un futur proche, en économisant de l'argent. La situation familiale de Lester est donc assez préoccupante parce que sa femme et sa fille le méprisent et au boulot, c'est pas mieux dans la mesure où il est pigiste dans un journal depuis maintenant des années. Mais voilà, son nouveau DRH lui fait comprendre qu'il ne rapporte pas assez d'argent à l'entreprise et que donc sa place est en danger. D'ailleurs, le DRH dit que Lester est plutôt amorphe. Et pour le coup, il a raison parce que Lester le dit lui-même, il a l'impression d'être déjà mort alors que pourtant, il est en vie. Car en effet, Lester se laisse porter par les événements, il se laisse vivre. Et c'est très bien comme ça pour lui parce qu'il est dans une forme de sédation. Mais voilà, la vie de Lester va totalement changer le jour où il va se rendre au lycée de sa fille pour assister à une compétition de pom-pom girl. Là-bas, il va rencontrer Angela. Angela, c'est la meilleure amie de Jane et c'est en quelque sorte son miroir inversé. C'est-à-dire qu'Angela, elle a confiance en elle. Elle sait qu'elle est belle, elle sait qu'elle plaît aux hommes et elle aime ça. D'ailleurs, elle en joue. Et Lester va être totalement subjugué par la beauté d'Angela, ce qui est totalement malsain parce que, il faut le rappeler, Lester a 42 ans et que Angela n'est même pas majeure. Et donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir un électrochoc dans l'esprit de Lester qui va se dire qu'il faut absolument changer son fusil d'épaule, qu'il doit opérer des changements dans sa propre vie s'il veut espérer avoir une relation avec Angela. Alors tout d'abord, Lester va quitter son travail, poser sa démission et faire chanter le DRH afin que ce dernier lui donne une sorte de parachute doré. Avec cet argent, il va acheter la voiture de ses rêves, la voiture qu'il rêvait de conduire lorsqu'il était adolescent. Lester va également postuler dans un fast-food, ce qui peut être très étonnant de prime abord puisqu'il est surqualifié, mais en réalité, c'est un moyen pour lui de revivre sa jeunesse parce qu'il est nostalgique de cette jeunesse où il a travaillé le temps d'un été dans un fast-food. Lester va également rééquilibrer les relations familiales puisqu'il veut se faire respecter et il va répondre systématiquement à sa femme et à sa fille lorsque ces dernières dépassent les bornes. Lester va également se mettre à pousser de la fonte car, je cite, il aimerait être beau nu. Il va également écouter la musique de sa jeunesse et se mettre à fumer de la marijuana qu'il va acheter à son voisin Ricky. Ricky Fritz, c'est un personnage important d'American Beauty et c'est le nouveau voisin de Lester. Et lui aussi, il vit dans une famille totalement dysfonctionnelle. Et la cause, c'est son père. Son père, c'est le colonel Frank Fritz, un ancien de l'armée américaine qui est
extrêmement strict et qui peut faire parfois montre de violence. Alors on peut comprendre le fait qu'il soit strict parce que Ricky a eu des problèmes dans le passé avec la drogue, mais ça explique peut-être pourquoi son fils a consommé des stupéfiants à un moment donné, parce que c'est un homme qui est très austère et rigide. D'ailleurs, la mère de Ricky est totalement soumise, elle ne dit jamais rien, elle vit dans l'ombre de son mari. L'objectif de Ricky, il est plutôt simple, il a tellement envie de quitter sa famille qu'il décide de vendre des stupéfiants pour se faire de l'argent. Ricky, il a une passion étrange, il aime bien filmer des petits moments comme ça de la vie quotidienne parce que pour lui, c'est un moyen de capturer la beauté du monde. Et parfois, il fait preuve de voyeurisme en filmant directement ses voisins. Plus tard dans le film, Ricky va sortir avec Jane et vendre en parallèle de la drogue à son père, Lester. Donc les mois vont passer et Lester va véritablement se transformer. C'est un homme qui a pris confiance en lui et on a même l'impression qu'au final, il n'est plus tellement motivé par Angela. Mais voilà, malheureusement, la vie de Lester va basculer puisqu'il va mourir. Voici donc ce qui se passe dans la dernière journée de Lester qui représente en quelque sorte le climax du film. Lester se lève donc comme n'importe quel matin, il prend son déjeuner et à ce moment-là, sa fille lui dit que Angela va venir dormir à la maison ce soir. Lester semble être totalement désintéressé par cette information et il part travailler au fast-food. Là-bas, il a un rôle bien spécifique, c'est-à-dire que c'est lui qui fait le drive. Et alors qu'il est en train de travailler, il surprend sa femme avec le roi de l'immobilier. Il reste totalement stoïque dans une scène d'anthologie. Le problème, c'est que le roi de l'immobilier se sent profondément humilié justement par cette découverte et il décide de rompre avec Caroline. Cette dernière va devenir totalement hystérique et elle semble vouloir tuer son mari, d'autant plus qu'elle a acheté une arme il y a peu. En parallèle, Lester décide de rentrer chez lui, il fait sa musculation et il appelle Ricky pour que ce dernier lui amène un peu d'herbe. Ricky va donc chez Lester, il y a une transaction et il retourne ensuite chez lui. Mais là, il y a un problème, c'est-à-dire que le colonel Frank Fritz pense qu'il y a anguille sous roche. Et en réalité, il est convaincu d'une chose, c'est que Lester a des relations sexuelles avec son fils qui sont tarifées. C'est-à-dire qu'il pense que son fils est un escort boy. Une énorme dispute éclate entre le colonel et son fils, ils se battent et Ricky décide de quitter le domicile. Désormais, il a suffisamment d'argent. Il va donc voir Jane afin de quitter la ville, mais cette dernière est avec Angela. Et Angela décide de s'interposer parce qu'elle trouve que c'est du grand n'importe quoi. À ce moment-là, Ricky balance 4 vérités à Angela en lui disant que c'est une fille fausse, qu'elle est moche de l'intérieur et surtout qu'elle n'a pas confiance en elle. Angela craque et elle décide d'aller pleurer dans le salon. En parallèle, Lester, il est toujours en train de pousser de la fonte en écoutant les Pink Floyd et soudainement, il y a Frank Fritz qui débarque dans le garage, l'air complètement hagard, hébété et trempé parce qu'il pleut. Lester ne comprend pas trop, il décide de soutenir Frank Fritz en qualité de bon voisin et soudainement, le colonel embrasse Lester. Lester décide de le repousser gentiment et Frank Fritz retourne chez lui bredouille. À la suite de cette expérience peu commune mais surtout assez étrange, Lester va décider de boire une bière dans son salon et là il tombe sur Angela. Une discussion débute entre les deux, la température monte et Angela propose d'avoir des relations sexuelles avec Lester, ce qu'il accepte dans un premier temps. Mais voilà, alors qu'il touche au but ultime, alors qu'il va enfin conclure son fantasme, il apprend la vérité, Angela n'a jamais eu de relations sexuelles avant. Elle est vierge. Et donc, son fantasme s'écroule tel un château de cartes parce qu'il voyait Angela comme une femme accomplie, alors qu'en réalité, c'est qu'une ado. Donc Lester décide de ne pas aller plus loin, il se quitte en bons termes et il reste dans la cuisine pour finir sa bière tranquillement en admirant une photo de famille à l'époque où tout allait bien, où tout le monde était heureux. Il répète à de multiples reprises que c'est magnifique, que c'est très beau et en fait derrière lui, il y a Frank Fritz qui lui tire une balle dans la tête et donc Lester s'écroule raide mort. Donc le film se conclut sur une sorte de tragédie grecque et tout le monde est anéanti et dévasté par la mort de Lester. Mais lui, paradoxalement, a trouvé une certaine forme de paix. C'est ce qu'il dit dans le monologue final. Et je reviendrai sur ce monologue un petit peu plus loin dans la vidéo. Tout d'abord, American Beauty, c'est un film qui, au moment de sa sortie, a été suranalysé. C'est-à-dire que les critiques de cinéma ou bien encore les universitaires ont publié tout un tas d'analyses par rapport aux différentes thématiques d'American Beauty.
Et même Sam Mendes a dit qu'il n'arrivait pas à trancher par rapport à toutes ces analyses, dans la mesure où à chaque fois qu'il lit le script, il a l'impression que son long métrage ne cesse de se modifier dans son esprit. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à lui donner une interprétation définitive. Il faut également comprendre que American Beauty, c'est un film qui a connu une sorte de disgrâce. Et ce, pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'il est sorti quelques mois avant les attentats du 11 septembre 2001. Et après ça, pour les Américains, les problématiques du film American Beauty, qui sont traitées à l'intérieur du long métrage, paraissaient futiles par rapport au terrorisme, à la guerre, ou bien encore à des problématiques géopolitiques. De plus, comme vous le savez, Kevin Spacey, qui est l'acteur principal du film et qui joue divinement bien, a été accusé d'agression sexuelle sur des acteurs assez jeunes. Et donc, certains ont fait des parallèles entre le film, son personnage et la réalité. Il faut noter une donnée essentielle, c'est que American Beauty est un film qui s'inscrit dans un contexte bien particulier, les États-Unis dans les années 90 avec en toile de fond la globalisation et le fait que le modèle américain était décrié à la fois en Occident mais dans certaines régions du globe. Et donc American Beauty fait partie de ces films qui sont sortis à la fin des années 90, début 2000, qui dénigrent à la fois l'American Way of Life, la société de consommation et le conformisme. On peut citer par exemple The Truman Show ou bien encore Fight Club de David Fincher. D'ailleurs, on peut faire un parallèle très clair entre l'ouvrage La culture du narcissisme de Christopher Lasch, que je dois vous citer à peu près dans toutes les vidéos, et La famille de Lester. Pourquoi? Parce que le portrait robot de la famille moderne américaine qu'avait dressé Lasch dans son ouvrage, c'est exactement la famille de Lester, sur tout un tas d'aspects. Donc oui, American Beauty est un énième film qui critique la société de consommation américaine des années 90. Rien de neuf sous le soleil. Mais il convient de se pencher sur la psychologie des personnages, à commencer par Lester. Lester, comme dit précédemment, c'est un homme qui fait face à une violente crise de la quarantaine. Et ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il semble être familier, parce qu'on a tous connu de près ou de loin un homme qui était dans la même situation que Lester, c'est-à-dire qui a été castré par la vie et qui est dans une situation de soumission et qui se sent pas vraiment à l'aise, à la fois dans sa vie familiale et dans sa vie professionnel. C'est pour ça que dans tout un tas de moments du film, on rigole jaune devant certaines situations parce qu'on a l'impression de les avoir déjà vues. Lester, c'est un homme qui déteste vieillir et qui est nostalgique d'une époque révolue, celle de son adolescence, et c'était pendant son adolescence qu'il pouvait jouir d'une certaine forme de liberté. Cette liberté, elle a été perdue par le biais de son mariage avec Caroline, puisque cette dernière l'a totalement castrée. C'est-à-dire que Caroline, elle a plutôt des comportements masculins, notamment elle est très carriériste. C'est d'ailleurs là encore ce que dit Christopher Lasch dans Les femmes et la vie ordinaire, que les femmes à partir des années 50, 60, 70 ont commencé à s'oublier dans le travail et à se focaliser sur la carrière au détriment de la vie de famille. Caroline, elle est obsédée donc par son travail, mais aussi par l'image qu'elle renvoie d'elle-même au reste de la société. Elle veut que ses rosiers soient bien taillés, elle va dire bonjour aux voisins, mais à côté de ça, sa famille implose. De plus, Caroline fait absolument ce qu'elle veut. Elle décide par exemple de la musique qui va être utilisée en toile de fond pendant le repas, alors que ça saoule à la fois son mari et sa fille. Mais elle le fait pour une logique de représentation. Regardez à quel point on est distingué, on écoute de la musique classique à table. Caroline semble souffrir de névrose et de dépression parce qu'elle n'arrête pas de rigoler pour rien, notamment en société. Elle ne semble pas être à l'aise en public. Et elle admire profondément le roi de l'immobilier parce que lui, c'est le vainqueur de la société capitaliste. Elle rêve d'être au bras du roi de l'immobilier et pas de Lester, parce que Lester, il ne fait pas rêver. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le roi de l'immobilier ne connaît pas le nom de Caroline, parce qu'il sait qu'elle fait partie du milieu, mais il l'a oublié, et lui-même ne se définit que comme étant le roi de l'immobilier. Il ne se définit que par le biais de sa carrière. De plus, elle méprise son mari parce qu'il ne ramène pas suffisamment la calorie à l'intérieur du foyer, et donc elle le juge inférieur, parce que c'est elle qui ramène le plus d'argent. Donc déjà, Lester, il a échoué dans son rôle de mari, mais en plus dans son rôle de père, parce que Jane méprise son propre père. Déjà dans une logique de mimétisme, parce que sa mère
en fait tout autant, mais parce qu'aussi elle a dit à Ricky qu'elle trouve que son père manque de masculinité, manque de virilité. Et en effet, elle a raison parce que Lester a oublié toutes les caractéristiques d'un homme et surtout son rôle de père, c'est-à-dire de fixer un cadre. Ça, il en est bien incapable. Donc Lester n'arrive pas à se faire respecter, il n'arrive pas à taper du poing sur la table, donc les gens autour de lui ne le respectent pas, à la fois en tant que mari et en tant que père. Et c'est pour ça que sa femme le trompe. Jane, c'est l'archétype, comme j'ai dit précédemment, de l'adolescente et elle a été biberonnée par MTV et par les publicités issues de ce qu'on appelle le porno chic. Le porno chic, c'est déjà une notion que j'ai abordée dans d'autres vidéos. C'était en quelque sorte les publicités plus sexuellement explicites avec une sorte de culte du corps, etc., etc. Et les clips de plus en plus sexualisés. Et Jane, vu qu'elle est une adolescente en pleine construction, elle ne cesse de comparer son corps avec ceux qu'elle voit dans les magazines ou dans les clips sur MTV. Et d'ailleurs, Angela fait exactement la même chose. C'est-à-dire que Angela est obligée de s'inventer une vie sexuelle pour exister. Et enfin, Lester est un perdant dans le monde professionnel parce que dans une société capitaliste, il faut du rendement et de l'efficacité, sauf que Lester, c'est un endormi, donc il n'apporte rien à l'entreprise. C'est presque un boulet. Il faut également souligner quelque chose de très important, c'est que la famille Burnham, c'est le miroir inversé de la famille Fritz, dans la mesure où dans ces deux familles, il y a un individu qui règne sans partage, qui est à la tête de la famille et qui ne laisse que peu de place au dialogue. Chez les Burnham, c'est Caroline et chez les Fritz, c'est le colonel Frank Fritz, puisque le colonel Frank Fritz est persuadé qu'être un bon père, c'est être comme un bon colonel et c'est pour ça que l'univers militaire est omniprésent à l'intérieur de la cellule familiale et que ça crée des dysfonctions. Ça montre également que dans une famille, chacun doit jouer son rôle, chacun doit jouer sa partition, que ce soit le père ou la mère, et qu'il y ait une sorte d'osmose et d'équilibre, chose qu'il n'y a pas à la fois chez les Burnham et chez les Fritz. Donc en gros, pour faire simple, Lester a échoué dans son rôle de père, dans son rôle de mari, mais aussi dans le monde professionnel. Mais tout va changer à partir du moment où il va rencontrer Angela. Angela, elle est déifiée par Lester dans la logique du fantasme. Et là où il se fait complètement avoir, c'est que dans son fantasme, il voit Angela comme une femme accomplie. C'est aussi son masque social, c'est ce qu'elle renvoie aux autres, alors qu'en réalité, c'est juste une adolescente. Donc ce fantasme va se mélanger avec la réalité et ça va pousser Lester à prendre de nouvelles décisions qui vont avoir un impact sur sa vie et qui vont profondément le transformer. Ce qui est très intéressant également, c'est la lecture symbolique du film, notamment la présence des pétales de rose dès que l'on voit Angela à l'écran. Ça s'explique par le fait que le rouge, c'est la couleur de la passion, de la sexualité, voire même de l'amour. Et surtout, le choix des pétales, c'est très intéressant parce que ça souligne une forme de liberté. Alors qu'au début du film, lorsque l'on voit des roses, c'est systématiquement dans des bouquets. C'est-à-dire qu'elles sont placées dans des vases, il n'y a pas de liberté. C'est délimité par le vase. Alors qu'avec Angela, ce sont des pétales qui tombent sur Lester ou qui se retrouvent dans sa bouche. Et ce passage du film, où Lester va être complètement subjugué par Angela, ça me fait penser à un passage de Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Je cite « Il y a en moi quelque chose d'inapaisé et d'inapaisable qui veut élever la voix. Il y a en moi un désir d'amour qui parle le même langage que l'amour. Il fait nuit, voici que mon désir jaillit comme une source, mon désir veut élever la voix. » Donc en fait, Lester est exactement comme Zarathustra, c'est un homme qui souhaite utiliser le désir comme une sorte de carburant, ça va être dans une logique de volonté de puissance pour atteindre un but bien spécifique, c'est-à-dire avoir une relation avec Angela, pour sortir notamment de la grande lassitude qu'était sa vie avant sa rencontre avec elle. Ce qui est très intéressant aussi quand on analyse les choix de Lester, c'est qu'ils sont toujours liés à sa jeunesse. C'est-à-dire qu'il écoute la musique de sa jeunesse, il conduit la voiture qu'il rêvait de conduire lorsqu'il était ado, il travaille dans un fast-food comme dans ses jobs étudiants de jeunesse, etc., etc. Il a une volonté de se rajeunir. Et en quelque sorte, c'est une volonté de retrouver une certaine vigueur, une vigueur de jeunesse. Il faut également noter que tout au long du film, plus on avance dans l'intrigue, moins Lester semble être
obsédé par Angela. C'est comme s'il trouvait surtout une jouissance dans le parcours initiatique et non pas dans l'hypothétique réalisation de son fantasme. Et tout ceci, ça arrive à l'aboutissement final, c'est-à-dire le moment où dans le climax, Lester refuse de coucher avec Angela parce que celle-ci enlève son masque social et il redescend sur Terre. Il comprend que, en effet, Angela n'est qu'une ado et non pas une femme affirmée. Et il comprend ainsi à ce moment-là que le plus important, ça reste sa famille. Mais pour comprendre ça, il fallait malgré tout ce voyage initiatique qui a été fondamental pour le personnage et son développement. Mais alors, il convient de se poser une ultime question qui est extrêmement importante. Est-ce qu'à la fin, il faut plaindre Lester parce qu'en effet, il s'est mangé un pruneau dans la tête et il est mort? Alors la réponse, c'est oui et non. Oui, dans le sens où c'est jamais très agréable de mourir. Personnellement, j'ai jamais fait l'expérience et j'ai pas très hâte. Mais je dirais plutôt non. Parce que Lester, c'est le seul personnage du film qui s'est véritablement libéré de ses chaînes. Je m'explique. Tous les personnages d'American Beauty sont prisonniers de quelque chose. Au début du film, Lester est prisonnier de sa femme Caroline est prisonnière du regard des autres et du fait qu'elle a toujours envie d'être la meilleure dans son métier, elle est extrêmement carriériste et elle est prisonnière de cela. Sa fille Jane est prisonnière de son corps, du fait qu'elle n'est pas à l'aise avec son corps d'adolescente, et c'est exactement pareil pour Angela. Ricky est prisonnier de son père, pareil pour sa mère. Et enfin, Frank Fritz est prisonnier du fait qu'il n'a pas assumé sa sexualité. Et donc, à la fin du film, le seul qui s'est véritablement libéré, ça reste Lester. Certes, le processus a conduit à sa mort, mais au moins, il est libre. Et c'est ce qu'il dit, il a trouvé une forme de paix. Pour moi, ce qui est important, c'est d'analyser le monologue de fin de Lester. Dans ce monologue de fin, Lester revient sur les plus beaux moments de sa vie. Et ces beaux moments le sont pour Lester parce que c'était des moments heureux. C'est-à-dire qu'il y a une juxtaposition entre la notion de bonheur et de beauté. Il est heureux de ces moments parce que pour lui, ils étaient beaux. Et ces moments sont beaux parce que c'était des moments heureux. Donc en fait, le film nous pose une question. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour nous? Et ça, c'est une réponse qui est personnelle. Et en tout cas, Lester y a répondu. Ce sont ces moments avec sa famille ou ses proches. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.